Delphin, vous commencez à 11 h, mais vous êtes déjà en retard. On est là pour en parler aujourd'hui avec mes invités sur ces plateaux. Je suis ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, CSS Télévision, les reflets de tout un peuple. Ici, nous parlons de tout sauf rien, mais l'intérêt d'abord de la RDC. Ici, j'appelle les têtes, j'invite les têtes bien faites sur ces plateaux pour réfléchir pays. Ils ont le droit de critiquer, ils ont également le droit d'analyser sévèrement pour que les dirigeants puissent bien se comporter pour l'intérêt de la nation. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Benoît Yolama, la réserve de la République. Il y a un monsieur qui est aux États-Unis, il m'a dit Yolama, il est la réserve de la République. Pourquoi? Il est là avec nous. Monsieur Benoît Yolama, c'est le bienvenu. Merci pour l'invitation. Et je présente d'abord mes condoléances à nos compatriotes et aux familles de nos compatriotes qui sont décédés à l'est du Congo par cet acte d'une grande lâcheté. Et aussi aux enfants qui sont orphelins de la criminalité de Paul Hitler Kagame. Et nous pensons aussi aux martyrs de l'indépendance, puisque le mois de janvier, c'est essentiellement un mois des nationalistes, où il y a eu des héros, mais aussi il y a eu les combats qui ont abouti à l'accession du Congo à l'indépendance. Et aussi, je pense aussi à tous ceux qui prennent la vraie Bible et la parole de Dieu pour racheter les âmes qui sont presque aujourd'hui en train de tomber entre les mains des mercenaires spirituels qui se font passer comme étant des pasteurs. Et que notre Dieu les soutienne aussi dans ce qu'ils sont en train de faire et surtout pour cette année 2023. Voilà, merci à M. Benoît Yolama. Je précise qu'aujourd'hui, c'est le 17 janvier. Hier, on avait fait encore un plateau spécial ici pour l'honneur et aussi c'est un peu de faire réfléchir les Congolais sur la mort, l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, et c'est les jours de Patrice Emery Lumumba. On en parle avec mes invités sur ces plateaux. Mais à partir de 15 h 30, ici, sur la chaîne de la Maman Nationale, il y aura la présence de Monsieur Willy Makashi, qui est le président du PALU, donc secrétaire général, chef du parti du PALU, parti lumumbiste unifié. Il sera ici pour un plateau spécial avec le professeur Kambay Boatia. Il va venir et aussi Monsieur Georges Kapiamba. Ils seront ici pour analyser les grandes lignes d'actualité avec nous. Alors, de l'autre côté, nous avons la présence d'un éclectique. Lui, il s'appelle Maître Gédéon Kolela, l'intelligence fine de l'Union sacrée. Il est là avec nous. Maître Gédéon, c'est le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Je pense que je dois commencer par vous remercier parce que ça devient une marque de confiance et de considération pour moi ou à ma personne par rapport à vos invitations chaque fois. Ça, je vous remercie vraiment de tout mon cœur. Mais en même temps, je dis, moi, je ne parlerai pas comme mon frère Yolam parce que je pense que depuis que le Congo a commencé à saigner, mon cœur saigne aussi. Ok. C'est pour ça que j'ai toujours fustigé l'indignation à géométrie variable. Lorsque les gens condamnent le passé rebelle et la transhumance de certaines personnes qu'ils trouvent beaucoup plus condamnables que certains qui se trouvent dans leur bord, c'est comme si eux aussi ne sont pas des personnes à condamner. Vous comprenez? Je vis ici, pour être très clair, je vis les gens condamnés les passés rebelles et la transhumance de Lambert Mende. C'est comme si c'est beaucoup plus condamnable que les passés rebelles et la transhumance de quelqu'un comme Sessanga, de quelqu'un comme Olivier Kamitatou, qui a été aussi rebelle, qui a été avec Bemba, et il est devenu kabiliste à un moment, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il est avec Moïse Katumbi
et que moi je suppose aussi qu'il a perdu la raison et la fierté d'être Congolais, et qu'on doit dire que non, lui, il est exonéré de tous ces crimes qu'il aurait commis. Mais il y a un problème, Maître Gédéon, on sent un acharnement contre l'analyste ou journaliste Peter Tchani. Vous, l'Union Sacrée, vous tirez dans tous les sens. L'âme a fait que rappeler l'histoire. C'est que ce qui signifie le parcours de Lambert Mende. Pourquoi aller l'accuser autre donc qu'est-ce qui est faux dans tout ce qu'il avait dit? Bon, est-ce que vous m'avez suivi? J'ai dit, je m'étonne de cette indignation du passé rebelle, de Mende et la transhumance. Je parle de l'Union Sacrée. Il y a un acharnement contre le journaliste. Non, j'ai dit ceci. Suivez-moi d'abord. C'est ce qui n'est pas moi, bon. Je m'étonne de cette indignation. En même temps que c'est une vérité, j'ai dit, cette indignation du passé. Monsieur Philemon, vous pouvez me donner la photo de Peter Tchani et de la transhumance de Mende n'est pas plus condamnable que donc, le passé et la transhumance de Kambitatou. Donc Peter Tchani aurait été juste si il pouvait aussi condamner Kambitatou. Donc moi, mon problème, c'est la justice. Ok. Il faut faire très attention. Vous, vous êtes des journalistes. Ok. Alors, il ne faut pas vous comporter comme les porteurs de cartes de presse, tout simplement, sans déontologie, sans la morale. Parce que Peter Tchani, c'est un journaliste confirmé. Hein. Non, moi, c'est quelqu'un qui a un parcours. Hein. Il a lutté. Je dis qu'il faut éviter les comportements des porteurs de cartes de presse qui ne font pas preuve de la déontologie. Parce que un intellectuel, d'une manière générale, il doit toujours prendre une position critique vis-à-vis des problèmes, des problèmes du pays ou de la société, vis-à-vis des problèmes de sa période et de son temps, tout en restant un cran dans ce que nous appelons la radicalité d'éthique. C'est-à-dire quoi? Qu'il faut toujours savoir qu'il y a les apports des autres qu'il faut considérer. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes journaliste, vous devez faire les analyses tout en étant juste. C'est-à-dire de même qu'il a fustigé le comportement de la mère Mende, je voudrais qu'il fustige aussi les comportements de Kambitatou qui est avec... Mais peut-être qu'il avait fait des temps. Non, c'est pas le problème. On a suivi la vidéo, il faut rester sincère. On a suivi la vidéo, Peter Tchani qui demande même à la réalisation de lui donner ne fût-ce que 2 minutes qu'il place un mot. Donc peut-être il n'avait pas assez de temps. Non. Il n'est pas à sa première fois. On a l'habitude de les suivre. Je ne voudrais pas ici me focaliser sur Peter Tchani. Mais moi, mon problème, c'est que les rebelles ici, vous savez, aujourd'hui, les gens... Chute, 30 secondes. Vous savez, l'histoire n'est pas à négliger. Nous déplorons la mort de Mouzé. Mais qui ont tué Mouzé? Mouzé, lorsqu'il parle des gens qui sont complotés, il cite qui? Wamba Diawamba, Lunda Bouloulou, Tambwe Mwamba, qui avait décidé que les Maniema devraient être un champ de patates, n'est-ce pas? Donc, et qui ont combattu Mouzé? C'était les RCD. RCD était composé de qui? Comprenez? C'est de ces Sanga. C'est des Wamba Diawamba. Ce sont nos frères qui aujourd'hui, donc, sans gêne, ils se font comme des professeurs qui donnent des leçons de la bonne gouvernance. Mais cette bonne gouvernance, si vous ne savez pas respecter le peuple pour qui vous allez gouverner demain et que vous l'avez tué pour accéder au pouvoir, c'est de l'immoralité. Merci. Merci, Maître Gédéon Koula. Vous avez eu autant de minutes, rien que pour l'introduction. Pas de problème. Non, alors, je peux avoir la photo dont j'ai demandé, s'il vous plaît, la réalisation. Monsieur Lazika, merci, Monsieur Philemon, Monsieur Lazika. Alors, c'était pas le sujet, mais parce que vous avez évoqué, le mieux, c'est de placer un mot. Parce que ça dérange déjà sur la toile. Monsieur Gondi, vous êtes analyste politique, patriote, les Congo d'abord. C'est là où siègent vos intérêts. Alors, est-ce du fait que le journaliste a essayé de rappeler les gens le parcours de cet homme, il est ici, Monsieur Lambert Mende, est-ce qu'il fallait qu'il ait le pouvoir sur son dos parce qu'il a attaqué Mende? Est-ce qu'il y a une liberté d'expression réellement sous le régime Tshisekedi? Il y a une certaine liberté. Je ne peux pas dire que la liberté n'existait pas. Mais je pense qu'il y a quelque temps, les régimes passés, certaines personnalités ou personnes d'obédience différentes
du FCC, du PPRD ne pouvaient pas passer au niveau de la chaîne nationale. C'est vrai ça? Bah oui, aujourd'hui tout le monde peut passer à la RTNC, donner son opinion. Est-ce qu'on peut recevoir Benoît Yolom à la balle? Bah bien sûr, il le sait très bien. Quand on regarde ne serait-ce que le plateau de forum de médias, même s'il y a eu une modification, les trois quarts des gens qui y passaient, c'était des gens d'obédience FCCiste. C'est-à-dire FCC, même s'il y en a qui ont varié aujourd'hui, avec le temps, il y a des évolutions, on peut comprendre. Donc, qu'on fustige le journaliste, moi je dis, c'est gênant. Les faits étant sacrés, il choisit son angle, il choisit son sujet. Il a choisi un fait, isolé certes, mais si Mende n'est pas d'accord, si les gens proches de Mende ne sont pas d'accord de ce qu'il a dit, ce sont les faits. Qu'ils aillent, puisqu'il y a ce qu'on appelle dans le journalisme le droit des réponses. Mais pourquoi faire du bruit inutilement sur des faits qui sont avérés, qui sont vrais? Non, on peut faire du bruit sur des choses qui peuvent mettre en danger le pays. Mais le problème est que quand il dit que Mende a les sons entre le mal et son des Congolais, est-ce qu'il peut prouver que Mende a les sons des Congolais entre les mains? Mais l'effet d'être dans un groupe qui rebelle, qui a fait qu'il y ait des morts, des assassinats, même si ce n'est pas lui directement qui a tenu le fusil, il était dans le commandement. Mende était dans le commandement. Bah oui, mais c'était des personnalités dans ces groupes rebelles, excusez-moi. On a arrêté Bemba, pourquoi? Est-ce que Bemba a volé du diamant en Centrafrique? Est-ce que Bemba a tué les gens? Est-ce que Bemba a violé? Il a passé 10 ans en prison. Non, ne perdons pas du temps là-dessus. Nous avons pris 62 ans de retard. Allons à l'essentiel. Imaginons des idées qui puissent faire en sorte que notre État existe réellement. Faisons en sorte que notre administration renaisse réellement comme l'administration était du temps colonial, mais dirigée avec des objectifs précis, des objectifs congolais pour le bien-être de nos populations. C'est le plus important. Merci, ce n'était pas notre sujet, mais monsieur Benoît Yolama, parce qu'on a cité les noms de Mende qui était également avec vous. Pensez-vous que c'est le moment de ressasser l'histoire, d'essayer un peu de revenir en arrière, du moment que le Congo a besoin de l'intelligence de tout le monde? Mende, c'est un intellectuel qu'on ne peut pas contester. Est-ce qu'il faut prendre son passé, mettre sur la table, au moment que la RDC a besoin de l'union sacrée, l'intelligence de tout le monde est censée contribuer? Bon, là, vous nous poussez à un autre débat que nous n'avions pas entendu. Je sais. Si Gédéo considère qu'il a des revendications à faire contre Tchani, il n'a qu'à passer là où Tchani est passé pour parler de Mende. Mais il faut recadrer les choses. Tchani est passé dans les médias, c'est presque en réaction avec les propos qu'avait tenu Mende sur son chef, qui est M. Katumbi. Et c'est de son droit le plus élémentaire de dire ce qu'il pensait. Et sur le passage, donc, de Mende à l'émission Bossolo. Donc il n'y a pas de problème qu'on peut considérer d'individuel entre Mende et Tchani. Ce sont des gens qui défendent leurs intérêts et je crois que c'est cela. Et cela engage la nation, quoi. Mais dans l'histoire qu'on écrira, on parlera de Bemba rebelle, on parlera de Mende rebelle, on parlera de Nusumba rebelle, on parlera de Wamba rebelle. Mais les Kamitatu aussi. Kamitatu, Tambwe Mwamba. Tous, Kamitatu, Tambwe Mwamba, tous. Il y a toute une liste. C'est Sanga Mbata, qui aujourd'hui est vice-président, André Mbata du RCD. André Mbata du RCD. Les Bisselele, les ministres qui sont au gouvernement ici, les Guissaro, Mbata n'a jamais été au départ de l'UDPS. C'est vrai ça? Mbata a été au RCD. Et donc, l'UDPS, c'est un rapprochement. C'est un raccordement frauduleux qu'il a fait vers l'UDPS. Il s'est approché, analyste, après, et il est arrivé à l'UDPS. Mais il n'a jamais été de l'UDPS. C'est un ancien du RCD. Il est tout à fait normal pour un homme intelligent comme Mende d'assumer le passé. Il a été dans la rébellion, il y a eu des morts. Il ne dira pas que non, moi je n'ai pas été là. Puisque c'est les autres qui ont été, qui avaient des armes, moi je ne suis pas comptable. Non, l'histoire est en train d'être, en tout cas, on ne l'efface pas, on est en train de l'écrire, et on écrira, nous avons la liste de tous ceux qui ont signé, d'abord l'accord de l'Émirat, qui a été, d'abord l'accord qui a été signé au niveau de la Zambie. De Lusaka.
De Lusaka, d'accord. Après cet accord, il y a toute une liste. J'en ai. Il y a toute une liste où on vous présente ceux qui ont signé. Ça y est, dans l'accord, le premier accord que vous avez signé. Et dans les autres accords du dialogue intercongolais, et Mende a signé comme RCD-KML. J'ai eu à le rencontrer au Grand Hôtel quand il est venu de l'Afrique du Sud. Et Nyamwisi rebelle aussi. Je m'étonne que lui, qui a eu à mener des Rwandais jusqu'au niveau de son village et tuer des gens, prennent aujourd'hui la parole pour parler. Nyamwisi a mené des gens, les Rwandais, pour tuer même dans son village. Et que lui aujourd'hui demande au gouvernement de mener des actions. Mais ils sont des donneurs de ressources sur quel point? Mais moi, j'ai suivi Mende qui dit il n'était pas d'accord avec ce qui s'est passé là-bas. La prévanée, il avait tenu de points de presse où il a expliqué. Ça, c'est totalement faux. Il était même l'objet de menaces. Donc, non, les menaces sont venues après. Jusqu'à ce que je peux vous rassurer que Mende, à l'arrivée de Mouzé, Mende était ici à Kinshasa. Nous étions avec lui dans les groupes de progressistes. Moi qui vous parle. Vous êtes avec Mende? Nous étions avec Mende. Et Mende avait traversé qui est donc de Kinshasa pour Brazzaville. Et le Brazzaville, il s'est trouvé dans la rébellion. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans la rébellion, l'ancien pouvoir qui avait existé à l'époque, avant le dialogue intercongolais, voulait récupérer Diongo. Aujourd'hui que vous appelez Franck Diongo. Puisque Mende avait laissé la gestion de son parti. Et Mende est parti là-bas. Il y a eu un ancien scénariste qui est décédé, qui était assistant à l'époque faculté catholique, Guillaume Mboyo, ainsi que les autres qui ont travaillé, qui continuent à travailler, ainsi que le petit frère de Mende aussi, et Laurent qui est encore vivant. Et c'est lorsqu'il est parti dans la rébellion. Alors, ceux qui sont restés à Kinshasa ont pris la responsabilité d'engager les combats politiques. Et celui qui est parti dans la rébellion a pris la responsabilité d'engager ces combats de sang. Il y a eu des tueries, il y a eu des morts. 12 millions de morts. C'est une vidéo de TV5 Monde. J'en ai encore dans mon téléphone et j'ai à vous la transmettre. Merci. Et donc, je vous en prie, qu'on ne nous amène pas dans ce débat, puisque les écrits sont là. Il pourrait avoir tenu un peu de presse, sa lettre qu'il avait publiée sur Internet, que vous avez lu. Il y a eu contact entre lui et Mouzé, et il est revenu à Kinshasa, et tout ce que nous connaissons. Ils sont été des rebelles. J'aurais souhaité, s'ils sont sincères, qu'ils abandonnent la scène politique et qu'ils demandent pardon au peuple congolais. Moi, ma grand-mère décédée à cause du manque de l'aspirine de 500 francs. Peut-être à l'époque, ce n'était même pas 500 francs, puisqu'il y avait des rebelles au niveau des loges. L'argent ne pouvait plus arriver. Quand l'argent arrive, ça doit passer par Goma, un prêtre qui a mené, et Goma, le RCD, prend la moitié de la somme d'argent. Merci. Ce sont des choses que nous connaissons. Que M. Kolela arrête de venir intimider les gens sur le plateau. Ici, nous ne sommes pas des garçons de courses de M. Echani. Nous répondons, puisque la question nous est posée. Mais si c'est le débat sur la question, j'ai une documentation très forte que je rendrai publique un jour. Et l'histoire retiendra que tous ceux qui ont été de la rébellion, ils ont participé dans l'assassinat de nos frères. Que ce soit Rouberois, Nyarugabo, tous ces gens, ce sont des criminels. Ils ont tué. Merci. Monsieur Villemot, donnez-moi la photo de M. Alain Foucault. Nous allons évoluer. S'il vous plaît, attendez. Voilà. C'est vrai, ce n'était pas notre question. Vous avez évoqué cette question. Nous, on a une équipe costaud avec tout ce qu'il faut. Vous avez vu la photo, s'il vous plaît. La thématique d'aujourd'hui, on parle quand même de la lutte de Lumumba, mais c'est important de placer un mot. N'oubliez pas que tout ce que vous posez comme acte, chers acteurs politiques, vos actes peuvent vous rattraper un jour. Alors, si on tire les tiroirs, on verra les cadavres. Chaque politique ou politicien congolais a eu peut-être à commettre aussi des fautes et des forfaits. Est-ce qu'il faut les pardons nationaux? Si il y a les pardons nationaux, est-ce qu'il faut toujours raviver l'histoire? Ou il faut se mettre ensemble, continuer pour sauver quand même la RDC? Parce que tout le monde, si on ouvre la boîte ici, il y aura trop de soucis. Alors moi je pense, voyons l'avenir de la RDC et ça serait plus important. Alors, si j'ai demandé la photo de M. Alain Foucault avec ce titre, RDC Rwanda, comment en finir avec la guerre dans l'Est de la RDC? Je donne la parole à Maître Gédéon Kolela
Pourquoi? Les journalistes ont fait des recherches pour l'intérêt de l'Afrique, premièrement, du monde et des Congolais. Parce que la RDC, c'est un pays solution pour l'humanité. Mais il y a les agresseurs de la RDC, les 9 pays limitrophes, plus précisément le Rwanda et l'Ouganda. L'homme a fait ses recherches, nous Congolais, nous devons nous en approprier pour essayer un peu de réfléchir. Pourquoi la RDC n'arrive pas à trouver la paix? C'est parce qu'il y a les infiltrés ici, ou c'est parce que la RDC est si faible, ou c'est parce qu'on n'a pas les hommes capables à comprendre les enjeux que la RDC peut jouer. Mais Maître Gédéon Kolela. Bon, la question est tellement importante. Ça demande qu'il faut dégager un peu de l'énergie. Mais je voudrais d'abord rencontrer mon frère Yolama. Ok. Et j'ai aimé d'ailleurs, il a fait une lecture commémorative du passé qui fait partie de notre histoire. Parce que c'est passé, c'est notre livre, il faut le lire. Ok. C'est passé, c'est notre miroir, il faut le regarder. Ici, moi je ne prends pas le fait et cause de Mende du fait que son passé rebelle pouvait rencontrer mes aspirations. Non, moi je demandais que l'indignation de ce passé rebelle et la transhumance qu'on a déplorée, donc, ne doit pas être à géométrie variable. Parce qu'il a dit lui-même que s'il faut diagnostiquer le passé de chacun de nous, vous allez trouver que notre histoire est biouesque. Ok. Notre histoire est biouesque et unique dans un système solaire. Et que on a vu effectivement, que moi je déplore aujourd'hui, que c'est une perte lorsque vous avez eu la mort d'un tout un chef d'État. Parce que et d'ailleurs je pense que ça corrobore avec ce que vous dites aujourd'hui. La RDC a aussi un problème au niveau interne avec, si je peux les appeler compatriotes, mais avec, avec cette population. Et que vous voyez que nous avons ces problèmes. Il a pu peindre le tableau où vous verrez que la plupart des acteurs politiques qu'on a aujourd'hui, ils ont le sang entre, entre leurs mains. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'il faut dire on tourne la page. Non. Si on tourne la page sans qu'il y ait de punition, sans qu'on ait sanctionné des personnes, les gens risquent de répéter ou de poser les mêmes actes. Et le pardon national, pour vous, ça dit rien? Non, mais on ne peut pas accorder aux gens le pardon sans qu'eux-mêmes passent à la repentance. Est-ce qu'ils se reprochent? Est-ce qu'eux, donc ils croient que le parquet de leur conscience ne les interprète pas? Ils sont déjà au Parlement, ils sont en train de... Non, mais le Parlement... Nous avons quelqu'un comme Denis Sanga qui réfléchit pour la nation. C'est une manière de compenser. Mais le Parlement, du fait d'être au Parlement, ce n'est pas la restitution des âmes que nous avons perdues. Et ce n'est pas aussi l'aspect de la béatitude pour eux. Donc il faut faire très attention. Okay. Et nous n'allons pas construire ce pays en abrutissant le peuple. Il faut faire très attention. Même les élections qu'on parle. On ne peut pas transformer le peuple en bétail électoral. Nous devons savoir que le Congo vient de quelque part. Il y a des gens qui ont payé le prix. Aujourd'hui, on parle de Lumumba. Vous savez, qui ont concocté à la mort de Lumumba. C'est toujours les Congolais. C'est toujours les Congolais. Lumumba déplore. On va en parler. Restons d'abord sur ce oui, mais s'il vous plaît. Oui, donc je vous dis, je voulais dire à monsieur Yolama, en un mot, non, moi je ne prends pas ici cause et effet de monsieur Mende, qui ne me connaît même pas, donc moi qui ne me connaît même pas, je ne suis pas de son parti. Je ne partage pas les mêmes aspirations. Mais moi j'aime beaucoup Mende, je l'aime beaucoup. Non mais écoutez, c'est mon opinion. Ce sont des gens, écoute, je l'aime beaucoup. Mende, moi je l'ai connu, ce sont des gens qui nous ont donné le courage de faire la politique. J'ai connu Mende, où j'ai découvert Mende, c'était dans la conférence nationale souveraine. À cette époque-là, Mende, c'était un jeune qui a fait la fierté
avec le Jacques Matanda, je pense, avec le Jacques Matanda, avec Massamba ici, le professeur, à cette époque-là, ils étaient trop jeunes. Donc, Olingankoy, ce sont des jeunes à l'époque qui nous ont quand même montré de quoi ils étaient capables. J'aime Mende parce qu'il est intelligent. Donc, je l'aime beaucoup. Mais cela n'est pas aussi une cause d'exonération. Il fait des responsabilités, des rébellions dont il est responsable. Alain Foka dit des choses, maître Gédéon. Je pense que, monsieur Yolama, vous pouvez quand même garder votre mal en patience. Je ne suis pas l'avocat de Mende. Donc, Mende s'est senti gêné ou frustré, tout ça, il a porté plainte. Donc, merci. Ils vont découdre. Regardez ici, maître Gédéon Kolela. Le Congo, l'Afrique. Oui, d'abord. Alain Foka dit des choses, mais vous les Congolais, j'ai l'impression que vous avez les écailles, hein, vous ne comprenez pas. Non, il faut reconnaître d'abord la chronique d'Alain Foka. Oui. Il pose la problématique. Il dit qui pour sauver le Congo que tout le monde apprécie. Donnez-moi l'autre photo là d'Alain Foka. Qui pour sauver le Congo, s'il vous plaît? Pour sauver, c'est-à-dire que qui est le sauveur du Congo que tout le monde apprécie. Parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas se voiler la face. Si nous avons ces micros ici, si vous avez les ordinateurs... Qui pour sauver la RDC? Si vous avez les ordinateurs, c'est-à-dire que le matière qui sert à fabriquer tous ces matériels que nous avons aujourd'hui, qui contribuent à la nouvelle technologie, le prouesse de la technologie, donc disons que l'élément fondamental ou les pays qui permet aujourd'hui la société entière, le monde qui est considéré comme village planétaire, c'est le Congo. Voilà pourquoi le Congo, c'est un pays solution. Maintenant, il faut savoir, lorsqu'il dit ici, il faut d'abord considérer le contexte historique de la RDC et de la région et de ces 3 dernières décennies, donc pour porter un jugement. Vous comprenez sur ce que Alain Foka est en train de dire. Vous allez comprendre que, parce que vous ne voulez pas, Lumumba avait commencé ça, parce que cet homme-là avait une dimension spirituelle, d'anticipation. Lorsqu'il parle de la balkanisation, à cette époque-là, les gens ne l'ont pas compris. Lorsqu'il crie, il dit, même les prêtres abandonnent l'évangile, l'ordre suprême qu'ils ont reçu de Jésus, pour s'infiltrer ou encore pour s'impliquer en politique. Donc, le Mumba parle ici il parle ici de ce que le blanc a déjà projeté à ce qui concerne le Congo. Et beaucoup de gens n'ont pas compris. Et c'est pour ça, moi, Lumumba reste un prophète politique pour moi. Parce que tout ce que Lumumba dit, c'est ce que nous vivons. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que Lumumba avait dit à l'époque. Vous comprenez? Et quand vous dites, effectivement, la plupart des gens sont encore distraits. Ils sont distraits par l'église catholique, par les églises qui font leurs affaires, donc en politique, alors que le Congo est attaqué. Pourquoi? Parce que le Congo a une richesse. Le Congo est capable de faire nourrir plus de 2 milliards de personnes au monde. Alors, lorsqu'Alain Foka fait ces révélations ou ces investigations, il trouve que le Congo, il est sujet d'un complot ou d'encore d'une conspiration politique mondiale. Ok. Mondiale. Okay. Aujourd'hui... Il ne faut pas seulement voir le Rwanda. Non, parce que mais je vous dis, le Rwanda, c'est un chien de chasse qui chasse dans la forêt du Congo et que lorsqu'il est derrière les gibiers, il ne peut pas répondre à la première appel de son maître. Vous voyez, quand on demande au M23 de quitter, il fait donc. C'est-à-dire qu'il ne peut pas répondre à la première appel de son maître. Le problème ici, le Rwanda, bien sûr, mais j'ai toujours dit, le Rwanda n'est qu'un valet. Nous sommes victimes de la loi de l'Omerta au niveau international. L'Omerta. C'est-à-dire que... On tue les gens, c'est qu'on tue là-bas, mais ils ferment leur bouche. Ils ferment la bouche. Ils vont vous tourner même en farine, en dedans de farce. Regardez, qui est l'auteur intellectuel des tueries. Mais ils viennent, il prend quelqu'un de vous, des Congolais, il dit tu es prix Nobel. Prix Nobel,
Mais tandis que eux considèrent que la guerre, là, c'est une activité économique rentable. Et que sans la guerre au Congo, le PIB mondial chutera. Regardez. Donc, docteur Mukwege, en écoutant ce que vous avez dit, il pouvait peut-être refuser. Bon, est-ce que nous avons cette conscience? Est-ce que nous voyons les choses de la même manière? C'est vous qui tuez les Congolais. C'est vous qui complotez pour les Congos. Mais vous tuez les gens. Moi, je traite ces gens-là, vous venez me récompenser. Pourquoi? Non, mais écoutez, mais je vous dis que oui, quand vous parlez, c'est absurde. Hein? Je vous dis la situation du Congo. Donc, quand on pose la question qui est le sauveur c'est le Congolais lui-même. Merci. Mais ces Congolais-là, parce que vous devez savoir une chose. Un peuple corrompu, il n'a pas un droit à revendiquer. Vous voyez? Donc, tant que les Congolais demeurera corrompus, donc il n'aura pas le droit de revendiquer. Merci Maître Gédéon Kolela. Merci Maître Gédéon Kolela. Je vous aime beaucoup parce que quand j'ai fait ces castings, je sais que c'est des têtes bien faites pour la nation. Ici, on réfléchit Congo, l'Afrique et le monde. Alors, Monsieur Gondi, qui pour sauver la RDC? Alain Foucault pose une question très questionnante. Essentielle. Est-ce qu'on est conscient de ce qui se passe dans le monde, dans l'Afrique, pour le Congo? C'est une question intelligente et essentielle même. Sauver le Congo, avant de sauver le Congo, il fallait se battre pour l'existence même du Congo. Il fallait se battre d'abord pour l'existence même du Congo. Mais le Congo existe déjà? En tant que pays, oui. Comme un pays souverain? En tant que pays, non. Là, ce sont des mots. Quel est le pays au monde qui est souverain? Même les États-Unis ont besoin de l'OTAN, de l'Europe, etc. Un faux problème. Le vrai problème, on ne les traite pas. On ne l'a pas traité, on ne le traite pas. On risque de ne pas le traiter. Il y a toujours des faux fuyants. C'est l'Occident, c'est les voisins. Oui, on ne peut pas nier l'implication du Rwanda dans les exactions qu'il y a à l'est du pays. On ne peut pas nier le soutien de la communauté internationale au travers, pas de leurs États officiellement, mais au travers de multinationales ou de ce qu'on appelle les transnationales, qui ont des intérêts qui dépassent même les intérêts des États. Quand on a planté ce genre de décor, on n'a pas réglé le problème. Le Rwanda rentre au Congo comment? Pourquoi? Ça pose un problème. On sait, on a répondu à certaines questions, notamment le Rwanda rentre au Congo pour des raisons économiques. Le Rwanda rentre au Congo pour pouvoir s'arroger des territoires entiers et développer son agriculture. Le Rwanda rentre au Congo pour devenir une puissance sous-régionale. Il y a plusieurs raisons qu'on peut donner. Ça, je sais que tout le monde le dit. Mais moi, je préfère plutôt insister sur la base même de la déconfiture de ce pays. Je dis bien de ce pays. Puisque nous n'avons pas, à l'indépendance, pensé État. Nous n'avons pas créé l'État. Nous avons hérité d'un État colonial, qui était d'ailleurs bien géré. Géré par qui? Un seul gouverneur général, secondé par 6 gouverneurs provinciaux, puisqu'il y avait 6 provinces, et 10 directions générales, en dehors du ministre de la colonie, qui, lui, avait résidence en Belgique. Ils ont construit ce pays tel que nous l'avons trouvé en 60. Regardez entre 60 et aujourd'hui, quel est l'état du pays par rapport à ce qu'on a trouvé comme état? Déconfiture. Pourquoi? Nous n'avons pas remis en cause, comme Mabika Kalanda le disait, les institutions de l'État. On a pris l'État colonial, il y a eu continuité. Là où il y avait 10 directions générales, qui représentaient à peu près 10 ministères, nous avons créé une trentaine de ministères pour en avoir une soixantaine aujourd'hui. Et résultat, Tchijengu, Sifuru, nul. Il faut reconstruire l'État, refonder l'État. Je sais que le gouvernement actuel, le régime actuel essaye tant bien que mal de reconstituer cet État, de refonder cet État. Il faut le refonder sur base même de l'administration, qui est le socle de l'État. S'il y avait une bonne administration, une bonne armée, une bonne police, je pense que nos frontières seraient bien contrôlées. Et comment on peut expliquer qu'on puisse rentrer dans nos frontières comme si on rentrait dans du beurre, un couteau dans du beurre? C'est puisqu'il y a certains coins où il n'y avait pas d'administration. Quand on regarde le passé colonial,
il n'y avait pas un secteur, un groupement qui n'était pas contrôlé. Il y avait l'administration partout. S'il y avait une entrée étrangère dans un territoire, dans un groupement, les chefs du village étaient au courant, les chefs du territoire étaient au courant. Qui est là? Il vient d'où? Il vient faire quoi? Il reste combien de temps? Même après l'indépendance, ce système avait continué de contrôle de nos territoires, de contrôle du mouvement dans notre pays. Mais quand il y a eu un laisser-aller, voilà où ça peut mener. Qui peut sauver le Congo? C'est le Congolais lui-même. En pensant d'abord État, en pensant administration, sécurité, en pensant équilibre dans la société sur le plan socio-économique. Merci. Alors, Monsieur Benoît Yolama, vous êtes un analyste politique, vous êtes un acteur politique majeur de mon pays. Je me rappelle, vous avez fait un débat avec l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, mais vous pouvez encore contribuer, apporter un plus. Qui, pour sauver les Congos, est-ce qu'il faut faire confiance à la communauté internationale? Parce qu'aujourd'hui, cette communauté internationale qui ne condamnait pas le Rwanda, mais cette communauté internationale condamne clairement le Rwanda. Nous avons les États-Unis, la France, l'Allemagne et d'autres pays du monde. Est-ce que la RDC peut prêter l'oreille à cette communauté ou il faut se méfier? Ouais, la réponse à la question est très claire. Ne peuvent sauver le Congo ou ne peut sauver le Congo que les Congolais lui-même. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et rappelez-vous le monde est devenu un village, on a besoin de tout le monde. Non, il faut se méfier de tout ce que nous entendons sur le plan médiatique. On vous dit l'Allemagne a condamné. Entre-temps, l'ambassadeur d'Allemagne qui est à Kinshasa reçoit certains sujets apparentés aux Rwandais pour leur dire que l'Allemagne a accordé beaucoup d'importance sur leur existence et l'Allemagne est capable d'assurer leur sécurité. Et lorsque tous ces gens fuient le Congo, tous ces les Banyarwanda ou les Kinyarwandophones, ils ne partent que dans ces pays-là. Ils sont aux États-Unis, ils sont en Allemagne, ils sont même la guerre. C'est en Allemagne qu'on avait stocké les armes pour renforcer Kagame, pour faire la guerre ici au Congo-Kinshasa. C'est vrai ça? C'est vrai ça? Oui, je vous dis ce que je connais. C'est en Allemagne qu'on avait stocké les armes avant le déclenchement de la guerre au Congo-Kinshasa. C'est de l'Allemagne qui avait des réunions, même une dame députée à l'époque du Zaïre qui avait dénoncé tout ce qui se disait en Allemagne. Et ça a été quand même ce qui nous avait permis à l'époque en tant qu'étudiants de marcher contre le gouvernement Kengo qui était à Kinshasa. Et donc ce sont des choses que nous connaissons. Et nous estimons que s'il faut que nous nous fions, donc fassions confiance à la communauté dite internationale, le Congo va disparaître. Il n'y a jamais eu de sincérité. Et lorsque mon frère parle de l'apport de la communauté internationale, tout ça, bon, c'est bien bon. Mais si aujourd'hui le Congo est dans cet état, c'est des communautés internationales qui nous a créé des problèmes. Elle n'a jamais été sincère, c'est elle qui tue. Et les entreprises qui ont, il n'y a pas longtemps, à l'époque du président Kabila, qui ont amené des Congolais en Suisse, Gévalais et puis à l'île de Gorée. Mais ce sont les mêmes entreprises multinationales qui financent Kagame. Ce sont les mêmes. Mais à aucun moment, les États dont ils sont originaires, s'il faut parler en termes d'actionnaires, n'ont jamais condamné, n'ont jamais rappelé à l'ordre de ces multinationales. Donc, c'est qu'on vous dit aujourd'hui, puisqu'il y a eu la pression de l'opinion publique, puisqu'il y a eu une opposition qui a marché, puisqu'il y a eu une église qui a marché, et les différentes marches que nous remarquons à l'est du Congo, je crois que même demain, il y aura marche. Nous soutenons ceux qui marchent contre la communauté ouest-africaine. Et nous estimons que c'est cela qui a créé tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui au niveau du Congo. S'ils veulent aujourd'hui arrêter la guerre, il suffit d'un coup de téléphone et Kagame va retirer ses hommes. Que Kagame n'aura pas le moyen de résister, d'attendre qu'on puisse lui envoyer 2 bombardiers, 3 bombardiers. Il n'acceptera pas. Mais en l'Ukraine qui a perdu moins de citoyens, moins d'âmes, dont la majorité de ceux qui sont décédés sont des militaires au front, c'est des milliards de dollars qui sont versés. Mais ici au Congo, il ne faut absolument rien. On vous amène une MONUSCO qui n'est là que pour faire le tourisme, creuser le minerai et ramener auprès de ces mêmes États.
La MONUSCO. La MONUSCO n'est pas venue pour la paix. La MONUSCO est là. Il ne faut pas cracher sur la MONUSCO. J'en suis, mais ce que j'ai dit. Appelez n'importe qui soutiendrait tous ces groupes-là. Je vais vous donner les détails. Parce que je ne peux pas parler des choses que je n'ai pas la maîtrise. Et en plus de cela, quand Kagame voyage, il a eu comme conseiller, c'est Tony Blair, ancien premier ministre anglais qui était au moment du déclenchement de la guerre. Il a eu comme conseiller l'ancien président Bill Clinton, qui a été le cerveau monté de la guerre. Et quand mon compatriote dit que ce n'est pas les États officiels, mais je vous dis que c'est totalement faux. C'est les États-Unis, les démocrates aujourd'hui au pouvoir aux États-Unis, qui ont déclaré la guerre au Congo-Kinshasa. J'ai un livre, Noir Canada, et j'ai aussi d'autres documents que je peux mettre à votre disposition. Et vous constaterez que si l'Occident n'était pas impliqué, Kagame, ce qu'il a connu comme problème. L'Occident est toujours impliqué par ses multinationales. Ne peut pas faire face à notre armée. Et nous avons eu l'apport des Zimbabwéens, des Namibiens, des Angolais, des Tanzaniens qui nous ont aidés. C'est ce qui a fait que, avant la mort de Mouzé, nous avons stoppé la progression du Rwanda qui était même ici à Kinshasa. Mais ce que je peux peut-être dire à l'opinion publique, il y a beaucoup d'erreurs de notre part. Le Congolais lui-même il n'est pas de responsabilité. Nous avons déploré ceux qui sont partis au RCD. Ils accompagnent les Rwandais pour qu'il y ait une démocratie en RDC. Mais ils n'ont jamais pensé accompagner aussi les Rwandais pour qu'il y ait démocratie au Rwanda. Ouais. Okay. Mais ils sont là et ils se disent, les plus intelligents, les professeurs de ceci, de cela, tous nous sommes en train de faire des recherches. Mais je voudrais relever un fait qui est tout à fait regrettable. Quand on avait occupé Goma, il y a eu un coup de téléphone d'Obama chez Kagame. Bien que l'armée s'est débrouillée, mais tous les Rwandais étaient repartis presque à la minute. Qui empêche aujourd'hui à l'actuel président américain, qui empêche à la France, qui se tape la poitrine d'être une grande nation au monde, qui empêche donc l'Allemagne de dire retirez-vous, vous avez trop tué. Regardez, Mike Hammer, qui était devenu presque le conseiller du président Tshisekedi ici, à Kinshasa, envoie un rapport aux États-Unis pour dire qu'il n'y a pas de terroristes à l'est du Congo, puisque le gouvernement congolais est trop faible et le gouvernement congolais cherche un appui. C'est très capital. Laissez-moi parler, même si je ne peux plus parler, je peux m'arrêter là. Continue. Et c'est lui-même, Mike Hammer, qui nous a amené des marais qu'on a vu ici à l'aéroport de Ndjili. Je ne sais pas s'ils sont dans quelle frontière, je ne sais pas s'ils sont dans quelle province, qu'on a vu, on a fêté avec les peuple ici à Kinshasa, on ne les a plus revus. Et aujourd'hui, c'est les forces qu'ils ont niées hier, qui ne voulaient pas reconnaître hier leur existence sur le sol congolais, c'est les mêmes forces qui tuent les Congolais, qui posent des armes. Et ce qui est curieux, 5 secondes. Ces forces, il y a les mêmes forces qu'on nous a envoyées, il y a le Kenya, dans la défaite, il y a le Kenya dans la force de West Africa. Il y a le Kenya en train de prendre de l'or un peu partout. Il y a les Ougandais. Les Ougandais sont en train de vrai sur 3 fronts. J'ai parlé de l'équipe nationale des ADF qui a joué Chan avec notre équipe nationale. Il y a les ADF aussi qui sont des Ougandais. Il y a aussi des ADF qui sont soutenus aussi par Kigali, mais il y a certains ADF qui sont à Kinshasa. Et vous rappelez-vous que je l'ai dit la fois dernière quand je suis passé sur votre plateau, qu'il y a un monsieur qui a dénoncé, qui a donné même les identités de certains ADF qui sont à Kinshasa, des hommes rwandais, ougandais. Il donne à l'année n'a même pas réagi. Et quelques 2 semaines après, on l'a arrêté. Et il avait tourné l'émission avec Madame Kimutu. Et je la cite, puisque la vidéo est là. Merci. Et le monsieur a fait 3 mois à l'année. C'est lorsqu'ils constatent, après vérification, ils arrêtent ces gens-là qui vont les libérer. Et sans aucune contrepartie, et on l'a malmené, torturé. Merci. Et le monsieur dans quelle situation? Merci. Alors, donc nous estimons que la responsabilité du Congolais est là. Nous demandons que l'État congolais quitte la communauté que le président nous a fait adhérer. Nous n'avons aucun intérêt. Il faut quitter maintenant pour que ce ne soit pas tard. Parce que nous n'avons pas besoin d'une zone tampon. Ces forces-là ne vont rien faire. Merci, merci. Nous sommes sur la chaîne de la Mama Nationale. Il faut donner la parole à tout le monde. L'opposition est libre de critiquer et de réfléchir. C'est ça la démocratie, non? Alors, j'aimerais bien placer moi, parce qu'on a cité les révélations qu'on a données aux gens de l'ANER. Monsieur Mbelou, vous êtes obligé, je précise bien, obligé de bien faire votre travail. Si on vous amène des éléments,
vous êtes là pour aider la République à aller de l'avant, service intelligence de notre pays. Il ne faut pas négliger, hein, si on vous amène un élément, essayez un peu de fouiner, parce que le pays a besoin de vous, de votre intelligence et de votre service. Alors, Maître Gédéon Kolela, c'est vrai, nous allons parler de la lutte de Lumumba, nous avons suffisamment un peu de temps, mais est-ce la diplomatie actuelle du régime Tshisekedi a-t-elle donné des fruits? Parce que hier, il y a certains pays qui ne parlaient pas. Aujourd'hui, ces pays parlent. Donnez-moi la photo de mon chef, donnez-moi la photo du président Félix Tshisekedi, qui est notre président, chef de l'État. Je précise bien, chef de l'État. Il ne faut pas dire mon chef, vous êtes journaliste, vous êtes censé être ici. Je suis congolais. Oui, je suis congolais. Merci. Monsieur Gédéon Kolela, Monsieur Gédéon Kolela, pensez-vous que cette diplomatie a donné des fruits? Bon, je vais vous répondre. Vous avez que 4 minutes et puis nous allons passer au sujet important. D'abord, je voulais dissiper certains malentendus. Nous savons que la vie internationale, c'est une vie interétatique. Et il y a des acteurs aussi importants comme les multinationales, je pense qu'il l'a souligné, qui peuvent aussi violer le droit international par rapport à leurs intérêts. Et ça existe, vous allez voir, c'est que nous ne sommes pas les seuls à être victimes de ces complots internationaux, s'il faut dire ainsi. Vous avez la Palestine qui subit comme nous, et voilà. Et vous allez voir même que en termes de droit international et humanitaire, Israël a été sanctionné parce qu'il a violé l'accord de Genève. Donc il faut faire très attention. Et puis il faut savoir que lorsque vous parlez de la communauté internationale, toute la communauté internationale n'est pas contre le Congo. N'est pas si hypocrite. Non, non, il faut établir la différence entre l'opinion internationale et la communauté internationale. La communauté internationale est là pour les intérêts communs. Nous avons des ennemis communs comme Covid-19. Nous avons les ennemis communs. Ebola, Sida et autres. Comme les terrorismes, tels que vous venez de voir là, ce sont des ennemis communs. Donc maintenant, dans la communauté internationale, il y a ce que nous appelons l'opinion internationale. Derrière l'opinion internationale, nous avons des grandes puissances. Donc, la Grande-Bretagne, la Russie, la Chine, les États-Unis et la France. Donc, pour leurs intérêts aussi, ils sont derrière les multinationales. Ils peuvent violer... parce que le Conseil de sécurité, au fait, a été créé pourquoi? C'est pour veiller sur les règles internationales. Pour qu'un pays qui ne respecte pas les règles internationales soit sanctionné, parce qu'auparavant, le monde était considéré comme une jungle. Et que c'est le plus fort qui pouvait imposer sa loi. Donc, c'est pour ça que il faut faire très attention dans ce que M. Yolam est en train de dire. Mais en même temps aussi, je suis d'accord avec Gandhi. Avec Gandhi, lorsqu'il parle de la politique en général, comme l'art de gouverner la cité, et ou la gestion des affaires de la cité avec toutes les ressources qui concernent la vie de la cité selon les régimes mis en place. Donc, ça dit que le gouvernement est responsable. Il faut rétablir l'autorité de l'État. Mais maintenant, il faut faire très attention parce que nous avons... l'État, effectivement, existe parce qu'il y a la reconnaissance... au niveau international. Donc, nous avons ça. C'est pas suffisant. Il y a des institutions, donc il y a des institutions, et nous avons la population. Donc, il a fait allusion à ça. Donc, vous savez que l'opinion internationale ici n'a pas peur de notre président, il n'a pas peur de notre armée, mais il a peur de la population. Et si cette population n'existait pas, même ce que nous voyons comme la brassage ethnique, qui dégage la volonté de vivre ensemble, c'est un élément très important qui fait reculer l'opinion internationale, qui fait reculer ce que vous appelez communément les puissances qui dominent le monde. Donc quand on trouve qu'il y a le brassage ethnique qui dégage la volonté de vivre ensemble, il recule. Donc voilà pourquoi. Donc, mais il faut faire aussi très attention parce que nous parlons du Congo qui doit, ou des Congolais qui est le sauveur de lui-même. Parce que même le Lumumba, qu'est-ce que Lumumba cherchait dans sa démarche? C'était
donc le développement politique. Parce qu'il faut savoir que le développement politique est né à l'occasion des revendications des pays colonisés qui voulaient acquérir leur indépendance. Maintenant, l'indépendance, il faut savoir, quelle indépendance que nous avons obtenue? L'indépendance politique, je pense que il faut comprendre que jusqu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui ne sont pas encore sortis dans les pivots des sous-développement de la mentalité, qui pensent que le pouvoir vient de l'Occident. Tant que nous allons mettre en tête que le pouvoir vient de l'Occident, à ce moment-là, il faut dire que nous ne sommes pas indépendants, même politiquement. Donc ça pose problème. Donc nous devrions en principe être indépendants sur le plan éducationnel. Mais je regrette qu'on est même victime de certains paradigmes anciens. Alors que si vous appliquez les paradigmes anciens, sans se demander si c'est utile, vous allez toujours vous enfoncer dans les erreurs. Donc, est-ce que le Congo, nous avons notre système éducatif propre, réfléchi par le génie propre? Donc, maintenant, quand vous posez la question de savoir la diplomatie, au fait, écoutez, je m'inspire souvent de Pierre Mayer, qui était l'ancien conseiller diplomatique de Charles de Gaulle, qui dit ceci. Parce que là, quand vous parlez de la diplomatie, c'est-à-dire que la diplomatie est définie par la politique étrangère interne. Il dit, il n'y a jamais eu une bonne politique étrangère. Je sais qu'il n'existe pas une bonne politique étrangère, il y a tout simplement l'articulation. Donc ce qui compte, c'est quoi? C'est notre moyen de force et nos valeurs, et aussi donc la connaissance de pays qui nous entourent, dans lesquels nous avons affaire, c'est-à-dire qui constituent notre environnement, qui fait en sorte que nous puissions nous servir de ce qui est la cohésion. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que notre manière de nous organiser ici, notre manière de définir notre politique étrangère, c'est cela que nous devons imposer. Mais pour l'imposer, vous devez arriver à vous-même avoir une force capable de défendre l'ensemble des territoires nationaux. Donc maintenant, il a évoqué ça, bien sûr. Moi, je salue le combat de Mouzé. Mais quelque part là, Mouzé a commis certaines erreurs de nous amener les étrangers qui ont infiltré l'armée. Et voilà, nous on paye le prix aujourd'hui. Donc si aujourd'hui... Dans le M23, tous ces gens-là... Mais oui, mais écoutez, M23 était qui avant? C'était l'AFDEL. L'AFDEL qui est devenu RCD. RCD qui est devenu CNDP. CNDP qui est devenu PPRD, qui est devenu M23 aujourd'hui. Il dit ici quelque chose, peut-être, je ne sais pas si par la mauvaise foi. Il dit, le président Obama avait demandé au M23 de se retirer. Mais oui, il avait appelé, donc le M23 s'est retiré. Mais il s'est retiré pourquoi? Parce qu'à la base, il y avait un accord. Et cet accord-là que M23 revendique aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, c'est la population qui s'élève pour dire, nous n'allons pas accepter que vous puissiez vous intégrer dans l'administration publique et aussi dans l'armée comme avant, parce que vous allez continuer à produire les mêmes faits, donc alors les mêmes causes produisant les mêmes effets. Nous ne voulons pas que cette fois-ci vous puissiez vous intégrer dans notre armée, nous ne voulons pas que vous puissiez vous intégrer dans l'administration. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut savoir que Joseph Kabila a commis une grosse erreur, je voulais dire bêtise mais je ne peux pas prononcer ces mots-là, une grosse erreur de terminer la guerre, soi-disant qu'on a défenestré le M23, cependant qu'on a signé un accord. Donc l'accord a été signé en 2013 pour dire qu'il y a un certain nombre de militaires qui ont été intégrés. Donc l'intégration là a fait que nous avons des infiltrés. Merci. Nous avons les gens qui nous trahissent. Merci. Donc Tshisekedi, il est victime de accords mal conclus. Mais il faut comprendre que Tshisekedi a une bonne politique étrangère. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui... Cette politique a donné des résultats? Oui, mais écoutez, l'embargo. Tu sais que l'embargo a commencé quand? C'est depuis Mobutu. Merci. Mouzé n'a pas pris. Donc Kabila a essayé de faire, non, mais il n'a pas pu. C'est-à-dire que la procédure de notification au préalable, donc c'était aussi en quelque sorte comme si on nous a roulé encore dans la farine, parce qu'on n'a pas pu toujours acheter les armes. Merci, donc, merci. Voilà, tu sais que vous pouvez ou ne pas l'aimer, mais à ce niveau-là, il est le seul président, donc de tous les présidents que nous avons connus depuis Mobutu, parce que Mobutu aussi, donc a lutté pour qu'il ait enlevé de l'embargo, il n'a pas pu.
de musée non plus. Donc Félix Tshisekedi, la diplomatie a payé. Merci. Donc aujourd'hui, même quand vous voyez ces narratifs, les nouveaux narratifs, donc il vous dit qu'avec la tête, on peut changer. Merci. Donc pour vous, Tshisekedi est un sauveur. Tshisekedi, non. Écoutez, moi je ne fais pas de culte de personnalité. Tshisekedi ne sort Sa diplomatie est en train de sauver. Tshisekedi ne sort pas dans les cuisses de Jupiter. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a été élu sur base des cris de détresse de toute la masse populaire. Il comprend ça, il lui applique que la volonté du peuple. Et le peuple congolais est debout aujourd'hui pour l'accompagner. C'est la victoire du peuple. Merci, Maître Gédeuil. Il faut que le Congo gagne. Il faut que la RDC gagne avec ses leaders. Et un nouveau leadership peut nous aider à avoir de fruits. C'est le cas avec Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, parce que la communauté internationale a bougé, parce que Tshisekedi a parlé aux Nations Unies, Tshisekedi est dans plusieurs salons politiques dans le monde pour essayer un peu de porter la voix de la RDC. Mais ce n'était pas ça. Notre sujet principal, Monsieur Filemon, Monsieur Lazika, donnez-moi la photo de notre héros, Patrice Emery Lumumba. Donnez-moi cette photo ici quand même, c'est le 17, hein. Il faut parler de l'homme. Quoi retenir ou que retenir de l'homme qui est ici derrière nous, Monsieur Gandhi? Oui. Pensez-vous que l'homme qui est ici, notre héros national, là où il est dans sa tombe, est-ce qu'il est content de l'avenir de la RDC? Si je disais oui, je me trompe. Okay. Je tromperais les publics qui nous regardent. Il ne peut pas être content. Cet homme, c'est un homme illustre. On ne peut pas dire autrement. Mais n'empêche, je voudrais qu'il y ait une bonne analyse, qu'il soit une analyse objective. Okay. Autant il était intelligent, de par son niveau d'études, de par ce qu'il faisait, il avait une grande intelligence. Mais en même temps, c'est aussi lui le fossoyeur de cette République. Vous dites? Le fossoyeur. Fossoyeur. C'est un mot... c'est peut-être grave ce que je dis. Vous pouvez retirer parce que... Non, il explique tout simplement. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Même s'il le retire, il a déjà dit. Je l'ai déjà dit. Je vais m'expliquer simplement. Il ne faut pas stimuler ou blesser les sensibilités des Congolais. Non, il faut sortir des sentiments, aller vers la raison. Vous avez... Lumumba s'est battu aux côtés d'autres personnes pour l'indépendance de ce pays. Okay. Et ce serait ne pas reconnaître l'effort d'autres personnalités qui étaient à ses côtés ou qui ont contribué comme lui à ce que ce pays devienne indépendant. Okay. Il n'était pas le père de l'indépendance comme dans l'histoire on nous l'enseigne. Il était un des maillons de cette histoire-là qui nous mène vers l'indépendance. Mais il y a eu une synergie. Okay. Au départ, on pourrait même citer notre prophète Kimbangu qui lui... qui n'était pas prophète au départ, qui lui revendiquait l'autonomie, la reconnaissance, le respect de l'homme noir. Mais il y a eu Kasavubu qui, le premier, a demandé l'indépendance. L'indépendance du Congo central, du Bazaïr au Congo central. Pourquoi ça? Les gens disaient que lui voulait plutôt mettre le Congo central de côté. Pas vrai. L'histoire vraie, c'est quoi? Les Belges voulaient donner l'indépendance à ce pays en commençant par donner l'autonomie de chaque province, parmi les provinces les plus développées, donner l'autonomie jusqu'à ce que toutes les provinces deviennent développées et qu'on donne l'indépendance générale pour tout le Congo. C'était ça. Je voulais juste relever ce point-là. On accède à la souveraineté au moment où il y a une guerre froide. La guerre froide qui opposait le camp communiste dirigé par l'URSS, dont une partie aujourd'hui la Russie, et de l'autre côté, le camp occidental capitaliste. On disait que tu étais communiste, aux États-Unis on t'a tué sur place, on a tué pas mal de gens qui se disaient communistes aux États-Unis. On ne pouvait pas pardonner non plus ceux qui avaient des tendances, même s'ils n'étaient pas communistes, ceux qui avaient des tendances communistes. Donc Lumumba n'était pas communiste, mais il avait des tendances. Donc je vais passer rapidement, parce que je ne peux pas rentrer dans le détail. D'autres éléments que le Lumumbiste ou le Congolais ne disent pas, c'est quoi? C'est que Lumumba, au départ, c'est un homme modéré, contrairement à ce qu'on dit. Lumumba connaissait la vérité, l'état de notre État.
mais il voulait qu'on mette en place un gouvernement belgo-congolais. C'est écrit noir sur blanc, signé par lui et un journaliste belge. C'est un livre qui existe. Okay. Ils doivent le lire. Il était partie prenante pour un gouvernement belgo-congolais, sachant que nous n'avions pas une élite capable de gérer l'administration, de gérer ce Congo. Lumumba change d'avis à quel moment? Il change d'avis quand il va à Accra, rencontrer Kwame Nkrumah en 1958. C'est là que Lumumba devient ce qu'on appelle, entre guillemets, nationaliste. Dans l'idéologie des Nkrumah et des Sékou Touré, qui voulaient créer un panafricanisme et les États-Unis d'Afrique. Et en cela, l'objectif d'un Nkrumah comme les Sékou Touré voulait faire du Congo un pivot de ce panafricanisme, soutenir Lumumba au pouvoir pour, à la longue, faire du MNC un parti national, éliminer les autres partis. L'objectif, c'était ça, faire un parti national et en cela construire le panafricanisme. Vous voyez tous ces éléments-là. Et quand on parle des discours, là je donne des bribes, puisque l'émission, le temps est limité, ouais. Je donne des bribes, on peut approfondir s'il y a une possibilité. Au 30 juin, Lumumba n'était pas prévu de prendre le discours, de prononcer un discours. Le président Kassavou a parlé, le roi Baudouin a parlé. Moi je pense que faites un effort de reprendre le discours de Lumumba ce jour-là et de reprendre aussi, à côté des discours de Lumumba, les discours du roi Baudouin. On a plutôt mis l'accent sur le discours de Lumumba quand il a parlé de balkanisation, qu'on nous fouettait, il y avait des exactions, etc. Ce qui était vrai. Mais si vous écoutez, vous réalisez, vous écoutez les discours du roi Baudouin, ce que nous vivons aujourd'hui, le roi Baudouin l'avait peint sur la balkanisation possible, puisque le pays était envié, sur le tribalisme possible, puisque le pays, il y avait le tribalisme latent. Donc le problème, c'est qu'on a négligé ce discours de roi Baudouin, qui était un discours prémonitoire. On a mis l'accent sur Lumumba, on a perdu de vue le fait qu'on pouvait créer un État solide, avec des frontières respectées, etc. Merci, merci monsieur Gandhi, patriote. Alors, monsieur Benoît Yolama, je sens qu'il y a des arriérés que vous voulez payer. Je vais vous donner également suffisamment les minutes. Lumumba, il a fait ce qu'il pouvait. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les gens ont compris sa lutte et il y a quand même son héritage aujourd'hui en République démocratique du Congo? Il y a beaucoup d'éléments que je devais absolument réagir avant d'entrer dans la partie question. Vous avez 5 minutes posée. D'abord sur les propos de Jido, je pense que ce n'est pas correct de charger quelqu'un qui a mené une lutte. Et une lutte qu'il a menée, c'est une lutte pour la transformation du Congo. Parlez du Musée. Donnez-moi la photo de Laurent Désiré Kabila. Les Rwandais, pendant qu'on sait que les Rwandais étaient sur le sol congolais depuis le Zaïre. Et ils obtenaient la nationalité collective du fait de l'action du mouvement populaire de la Révolution en 1984. À moins que les cerveaux me trompent, c'est les comités populaires du mouvement populaire de la Révolution qui en avaient décidé. Et après, il y a eu des dissensions. Certains n'avaient pas accepté. C'est comme ça que sur le plan purement politique, on y avait renoncé, mais il n'y avait aucun acte administratif qui devait couvrir la nationalité collective qui était accordée à Bisingimana et consorts. Et lorsque vous repartez sur les fondamentaux de la guerre, la guerre c'est comme en Ukraine. Et vous voyez l'Ukraine, mais l'Ukraine a tous les partenaires presque occidentaux qui sont avec lui. Et Musée a travaillé avec les Angolais, les Tanzaniens, les Zimbabwéens, même dans la première partie de cette guerre, les Zimbabwéens étaient là. Et c'est par là que les armes passaient. Les Rwandais et même les Burundais, si vous ne le savez pas. Donc tous ces États avaient travaillé avec nous et pendant que Musée avançait avec la rébellion. Mais au départ, c'est plus que Musée était sage. Si Musée affichait les mêmes attitudes que Ngandou, peut-être Musée ne serait même pas arrivé ici à Kinshasa. Et au départ, Musée ne parlait que l'anglais. La plupart du temps. Il est arrivé à Kinshasa, il a changé. Mais qui chassa les Rwandais? C'est Laurent Désiré Kabila. Et quand ils les avaient chassés, 4 jours après, tous ces gens ont créé la guerre du 2 août qui nous a fait aussi autant de morts.
Donc, tous ceux qui se disent aujourd'hui que vous défendez, puisqu'ils sont avec vous aujourd'hui, on y apprendre une part active dans la guerre. Il y a eu des gens qui sont morts, des enfants qui sont décédés ici dans les hôpitaux de Kinshasa. Il y a eu des gens qui sont morts lorsqu'ils voulaient faire sauter le Baraginga. Et d'autres sont repartis après que la population ait réagi. Nous avons réagi ici à Kinshasa. Si vous ne le savez pas, peut-être vous n'étiez pas là. Nous étions au front. Nous avons combattu les Rwandais. Et donc, tous ceux qui sont partis avec les Rwandais étaient des Rwandais. Donc, certains sont des membres du gouvernement actuel de M. Chilombo. Et donc, ne ramenez pas, ne crachez pas sur des choses que vous n'avez pas la maîtrise de parlons de Lumumba. Puisque nous connaissons tous ces gens-là. Nous avons une histoire. Nous avons des documents. Les jours où on nous demandera un plateau comme nous le faisions à l'époque. Mais je voudrais aussi, peut-être en pensant, dire à mon compatriote que nous avions fait l'émission Forum des médias du Vivant de Musée depuis 1989. Noël Kalonde est encore là. Posez-lui la question. Leur CD venait avec des Rwandais dans l'émission. Les messieurs venaient avec des Rwandais dans l'émission. Vous avez entendu parler de Ramazan Baya, Kiaviro, Papa Ilunga, tous ces gens-là. Ils se passaient à l'époque des musées et même de Joseph Kabila. Ils n'ont jamais été gênés. Ils n'ont jamais été arrêtés. Comme le cas que j'ai donné ici. À aucun moment. Et donc, faire croire que la RTNC était réservé à l'époque à une certaine classe, c'est totalement faux, puisque Maître Moukene Joseph passait à l'émission de ce projet avec Madame Kanyimbo. Elle est encore vivante, et s'il faut que je cite, la liste est longue. Donc il ne faut pas faire croire l'opinion qu'on réprimait la liberté d'expression d'opinion. Parlons de Lumumba. Vous parlez de Lumumba, vous les chargez en prenant la défense de Belge. Certainement peut-être puisque vous habitiez l'Europe et la Belgique. Monsieur Philemon Lumumba. Mais ce que je vous dirais, Lumumba a été déclaré héros après sa mort. Lumumba ne s'est pas autoproclamé héros national. Et Lumumba n'avait pas oublié les combats des autres. Puisque dans tous ces discours que j'ai parcourus, que ce soit dans l'histoire générale de M. Ndaïwel, que ce soit dans Paris sur le Congo de M. Passou Lundula, que ce soit Jean-Van Eliade qui parle de la mort de Patrice Emery Lumumba, que ce soit ce que Jean-Paul Sartre a écrit sur Lumumba. J'ai parcouru beaucoup d'ouvrages. Il fallait citer Che Guevara aussi. À aucun moment, je n'ai pas le livre de Che Guevara, je n'ai pas encore lu cela. Si vous en avez, j'en aurais besoin. J'ai parcouru ONU Congo 60-65, qui m'a été emporté par un compatriote qui a donné à quelqu'un que je ne peux pas citer les noms ici. Et donc, lorsque vous lisez tout ce qui était fait à l'époque, Lumumba était déjà considéré, pas au niveau de Kinshasa, pas au niveau de Bruxelles. C'est depuis qu'il a commencé sa lutte au niveau de Kisangani. Et l'homme blanc, c'est la première impression qui lui intéresse. Et lorsque cela lui intéresse, il s'occupe de ça, jusqu'à la fin de votre temps. Et la conférence de Baïdjung a eu lieu en 1958. Je crois la première a eu lieu en 1955 et 1958. Ce n'est pas la rencontre avec Kwame Nkrumah qui ferait de Lumumba un plus radicalisé, puisque la conférence des États non alignés a eu lieu dans ces pays-là, asiatiques. Et Lumumba prenait part à cette conférence. Et lorsqu'il avait pris part, c'est tous les États du tiers-monde. C'est là que la notion du tiers-monde est sortie. Se sont décidés de se débarrasser de l'Occident qui était un malheur pour leur économie et leur fonctionnement et leur existence. C'est à partir de là. Et donc tous ces États qui avaient participé à cette conférence avaient décidé d'accélérer la lutte politique pour libérer tous les États qui étaient encore colonisés. Et là, Lumumba était là, il était présent. Alors, opposer Lumumba à Kasavubu, en Polo à Okito, c'est un débat inutile, puisque Lumumba est mort avec tous ses compatriotes-là, sauf Kasavubu qui est décédé après lui. Et Lumumba est décédé avec eux, tué de la même manière, mais Lumumba avait une qualité importante. Puisqu'être chef du gouvernement, c'est comme en Allemagne, c'est comme aujourd'hui et ailleurs. Alors, on ne peut pas continuer à tirer sur des gens qui ont fait que nous existions. Merci. Et même si vous ramenez les Belges aujourd'hui, s'il faut que je vous parle de mes faits et de la colonisation qui existe dans notre cours d'histoire, ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter. On vous ampute des mains, des bras et consorts, puisque vous n'avez pas produit les caoutchoucs, puisque vous n'avez pas donné le meilleur à l'homme blanc pour booster son économie. Et on dit, donc, acceptons les Belges, continuons avec les Belges,
travaux avec les Belges, mais qu'est-ce que les Belges ont fait pour le Congo? Merci. Non, Ça ne va rien. Non, juste 2 secondes. Je voudrais en arriver. Je termine. Je vais terminer. Alors, et lorsque vous regardez la Belgique telle qu'elle existe aujourd'hui, la Belgique, si nous faisons les contentieux belgo-congolais, presque tous les quartiers de Bruxelles seront la propriété congolaise. Et la Belgique, en dehors du fait d'avoir détruit le Congo pendant la colonisation, la Belgique va bénéficier de l'argent de l'uranium volé par les Américains au niveau du Katanga. L'argent est passé par la Belgique. L'histoire est là, les documents sont là. Et lorsque vous lisez donc, le rapport ONU-Congo 1965, vous verrez comment même il y a eu l'implication du secrétaire général des Nations Unies qui est décédé malheureusement après avoir visité le Congo. Merci, M. Benoît Yolama. On ne fausse pas l'histoire. Il n'y a eu jamais, en dehors du fait qu'il y a eu une opposition politique sur le plan interne, causée par la Belgique et la mutinerie préparée par la Belgique, à aucun moment le Mumba a eu de problèmes particuliers avec ses anciens compatriotes. Et d'ailleurs, il en appelait toujours à l'unité pour que nous puissions libérer non seulement les Congos, mais aussi l'Afrique. Merci, M. Benoît Yolama. Non, je ne voudrais pas. Attendez, je vais vous donner 30 secondes pour que vous puissiez répliquer rapidement. Mais il y a un message aussi important parce que j'ai annoncé le plateau spécial à 15h30 avec professeur Kamba Ibwacha, professeur Willy Makashi et Georges Kapiamba. Il y a un monsieur qui m'écrit, monsieur Delphin, s'il vous plaît, pour le plateau spécial de 15h30, fait revenir le professeur Kalele et ajouter le professeur Ndayouel. Bon, malheureusement, je n'ai pas le numéro du professeur Ndayouel. Si vous pouvez m'envoyer son numéro, je veux tenter. Mais Kalele, quand vous l'avez demandé, je veux tenter de l'appeler s'il peut assister à ces plateaux-là aujourd'hui sur cette télévision 15h30. Professeur Kamba Ibwacha, professeur Willy Makash du Palou et Georges Kapiamba. Voilà, une réaction rapide. Une réaction rapide. Je ne voudrais pas laisser à l'opinion, au téléspectateur, ce que vous venez de dire en disant je défends la Belgique. Je défends l'histoire. J'ai voulu dire simplement que dans le discours de Lumumba, Lumumba parlait de balkanisation, il a parlé de l'histoire qu'on devrait réécrire, etc. J'ai dit, son discours était complémentaire au discours de Roi Baudouin, qui, à l'époque aussi, avait mis sur table les difficultés qu'on risquait de rencontrer par rapport à l'envie que nos États voisins voient que l'Occident par rapport au pays. Déjà en 60, je crois que si on avait pris au sérieux, non seulement le discours de Lumumba, mais aussi le discours du roi des Belges, je pense qu'on serait mieux averti, on aurait mis en place une stratégie pour faire en sorte que ce pays soit préservé. Mais on est allé dans le sentiment, et voilà ce que ça donne. Je vous l'ai dit aussi, si moi je n'attaque pas Lumumba, il a des circonstances atténuantes. Il ne connaissait pas le monde international, il n'avait pas autour de lui aussi des gens qui connaissaient bien les relations internationales. On est en pleine période de guerre froide. Il y a des choses qu'il ne fallait pas dire, des choses qu'il ne fallait pas faire pour préserver son pays. Pour préserver son pays, il fallait aller lentement mais sûrement sur la construction de l'État. Je peux vous le rappeler, on devient indépendant, mais l'armée est restée sous la direction de la Belgique. Aucun homme politique n'avait vu cela. Au moment où on devient indépendant, les droits des douanes sont perçus en Belgique, à Bruxelles. Aucun homme politique n'était au courant. Je peux aller plus loin. Donc on ne peut pas embellir quelque chose qui n'était pas aussi... Disons, ce que je peux dire aussi en passant, on pense dans l'esprit des Congolais lambda que le Lumumba avait un parti majoritaire. Non, le Lumumba n'avait pas un parti majoritaire, il n'avait pas plus de députés que les autres. Lumumba, c'est la coalition avec d'autres partis qui ont fait qu'il ait une majorité. À l'époque, même comme il avait une majorité, ce n'est même pas Kasavu qui devait être président de la République, c'est Bolikango. Vous connaissez Bolikango? C'est lui qui devait être président de la République. Pour concilier les uns les autres, faire en sorte qu'on aille de l'avant, on a choisi Kasavu au détriment de Bolikango. Il faut dire que ce n'était pas facile. Lumumba est mort, aucun projet n'était présenté au niveau du Parlement. Merci, merci. Je dis un grand merci. Je voudrais aussi relever une chose. Je vais vous donner la parole. Je dis un grand merci à mon DG, M. Popol Tchongo. Vraiment très rapide. Hein? Il m'a envoyé le numéro du professeur Ndayouel. Merci, mon chef. Alors, monsieur Gédéon Kolela, parce qu'on est en train de chiquer déjà par rapport à cette émission. Alors,
Lumumba avait fait aussi un discours. Un discours aujourd'hui, un discours légendaire. Lumumba, c'est le nom de l'université, un peu partout dans le monde. Pensez-vous que les Congolais comprennent, ils se sont appropriés de ce discours-là, de Lumumba, et ce discours a donné des fruits aujourd'hui? Ok, et avant cela, je voudrais quand même dire à Benoît Yolama, que j'ai toujours respecté, que la démarcation entre un intellectuel et l'homme de la rue, c'est qu'il y a l'interdisciplinarité qui le caractérise et aussi la transdisciplinarité. Et tout en restant ancrant dans la radicalité d'éthique. Sinon, vous allez vous enfermer dans une langue de bois pour défendre l'indéfendable et expliquer l'inexplicable. En fait, l'histoire, je l'ai dit ici, c'est un miroir qu'il faut regarder. Et c'est aussi les livres qu'il faut les lire. Il y a les faits et gestes qui parlent. Aujourd'hui, les combats de Mouzé, je l'en concède, mais il faut dire que Mouzé a fait la guerre en Moba 1, Moba 2, et tout s'était arrêté là-bas. Et on a vu Mouzé réapparaître, si je dois dire ainsi, après la chute de ville de Bukavu. C'est connu. Mouzé, quand il a à Paris, et qu'est-ce qu'il est donc, il a assumé quelle fonction? De porte-parole. C'est-à-dire que s'il y avait un porte-parole, c'est-à-dire qu'il y avait un patron qui s'est caché quelque part. Et le patron, c'était qui? Parce que, donc c'est Mouzé qui nous révèle que M. Mousseveni a dit, Mouzé est très fort, il faut chercher quelqu'un qui est faible. C'est-à-dire que c'est Mousseveni, c'est Kagame qui ont établi Mouzé comme chef de ses troupes lorsqu'ils se sont sentis que non. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un que les Congolais connaissent entre nous. Il faut qu'on puisse donc concocter quelqu'un d'autre qui doit nous accompagner. C'est comme ça que Mouzé vit. C'est une histoire qui est vraie. Moi ici, je ne fais pas des histoires avec sentiment. Mouzé a été recruté après la chute de ville de Bukavu. Je mets quiconque en défi. Un professeur Ndaïwel, je prie que je vais réagir. Je suis là. Venir. Je vais réagir. Je vais donner la vraie information. Alors, je vais appeler le professeur. Donc ici, écoute. Donc, il n'y a personne qui est l'encyclopédie. Nous connaissons tous l'histoire de ce pays et chacun peut le rencontrer de sa manière. Donc, et c'est avec Mouzé. Donc, moi, je peux dire, la meilleure chose que je peux retenir de Mouzé, c'est qu'à un certain moment, il a assumé, parce qu'assumer, ce n'est pas justifié. Assumer, ce n'est pas aussi légitimé. Et assumer, ce n'est pas donner beaucoup d'explications comme eux ils font, mais assumer, c'est reconnaître qu'il y a une histoire qui a existé. Et cette histoire-là a fait en sorte qu'aujourd'hui, si nous avons des problèmes au niveau interne, imaginez que le ministère de l'Intérieur, celui qui l'a dirigé, c'était Bouguera, qui est un Rwandais. C'est-à-dire tous ces services ANR et consorts. Donc, l'information était chez Kagame. Vous avez assez payé les arriérés. Donc, alors, la question du discours... oui, mais c'est très important. Vous savez, les affaires étrangères, il faut savoir que... Donc, et puis venir succéder Joseph Kabila, ce n'était pas facile. Parce que Joseph Kabila a perpétré cette politique de nommer les étrangers, les Tanganda. C'est vrai ça? Oui, mais qui a nommé Tanganda? Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous parlez de la diplomatie, donc, Bosco Tanganda, il a été nommé par Joseph Kabila, Makenga comme colonel, l'autre Kunda Batouare. Donc, il faut comprendre. Mais maintenant, il faut parler de 30 secondes. Il faut parler de Lumumba. 30 secondes. Donc, les combats de Lumumba... les discours. Les discours de Lumumba étaient... Quoi retenir dans son discours? C'était d'abord une bonne chose, mais d'une mauvaise manière. Vous dites? C'était une bonne chose, mais d'une mauvaise manière. Vous parlez de notre héros. Vous ne pouvez pas. Mais écoutez, être héros ne voudrait pas dire que vous ne pouvez pas commettre des erreurs. Vous ne pouvez pas faire un tel discours si vous n'avez pas encore assuré vos arriérés. Donc, il vient de vous dire ici quelque chose qui est vrai. L'armée n'était pas contrôlée par les Congolais. Aucun Congolais n'avait le grade de colonel.
Aucun Congolais. Donc on peut donner raison à ceux qui pensaient qu'il était tellement pressé. Il faut savoir, il faut avoir les tacts. Vous voyez, c'est là où j'ai toujours félicité le président Tshisekedi. Il a la capacité de déroder la douleur. Vous aimez trop Tshisekedi? Non, j'ai dit, là où j'aime, ça lui, c'est qu'il fait. Il a la capacité de déroder la douleur avec la douceur. Il a la capacité de tolérer les larmes pour recueillir le lot. Et c'est ce qui a manqué à Lumumba. Lumumba était trop brutal. Ces jours-là, donc ce n'était pas les jours où le ciel et la terre pouvaient être brûlés. Donc que s'il ne parlait pas, donc il ne pouvait pas exister. Donc lorsqu'il dit, non, l'existence de notre création n'est pas l'effort de Lumumba ou de Musée, non. Le Congo a existé avant eux. Vous comprenez? Maintenant, le problème des tacts, la politique, c'est l'intelligence. La politique, c'est, lorsqu'on parle de la diplomatie, c'est un peu de l'hypocrisie. Donc, il faut un peu faire semblant de ce que vous voulez dire. Un homme politique ne dit pas ce qu'il pense. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours, donc, arrière-pensée que vous devez cacher pour qu'on ne vous comprenne pas. On avait besoin de Lumumba. On pouvait faire beaucoup de choses. Lui, peut-être, ne maîtrise pas. Peut-être, il parle avec des sentiments. Lumumba a commis beaucoup d'erreurs. Lumumba a envoyé l'armée congolaise d'attaquer la population. Donc, il s'est mis en difficulté lui-même au niveau interne. Donc, c'est avec Lumumba qu'on a vu que les Kalonji, parce qu'ils ne voulaient pas les Kalonji, les autres. Pourquoi? Donc, les gens, ils ont créé des mutineries à cause de la mauvaise gestion de Lumumba. C'est Lumumba qui a donné l'ascenseur à Mobutu. Mobutu qui au plus tard donc qu'il a administré les coups. Pourquoi? Il n'a pas écouté ses collaborateurs, contrairement à ce que M. Yola m'a dit. Donc écoutez, Kalonji a dit à Lumumba, ce garçon qui est derrière toi, c'est un danger. Donc on ne connaît pas ce qu'il. Donc il est venu en Belgique. Mobutu a été préparé en Belgique. Vous voyez, bien sûr que je ne suis pas du tout content du fait que l'Église catholique s'était invitée à ce combat, à la personne du premier cardinal que nous avons connu, Maloula, qui à un moment aussi, il a tourné Kazakh comme toujours contre Mobutu, parce que Mobutu a nationalisé les universités et les écoles. Donc voilà, il faut dire que l'histoire, c'est notre livre, il faut le lire. Et puis, c'est vrai qu'on a dit, celui qui pense toujours au passé est dépassé. Merci. Mais si nous lisons l'histoire, c'est pour prochainement que nous ne puissions pas commettre les mêmes erreurs. Merci. J'étais en train d'écrire au professeur Ndaiwel. J'attends sa réponse. Mais vous sera là avec, s'il vous plaît, il sera là avec nous. Donc, c'est par votre demande, cher public. Espérons que le professeur, il a lu. Espérons que le professeur Ndaiwel puisse nous répondre pour être là à 15h30 pour ce plateau spécial. Professeur Kambaï Bouachak et les autres, il a lu. J'attends sa réponse. Alors, le mot de la fin, s'il vous plaît, le mot de la fin, je donne à M. Benoît Yolama. Quoi retenir du discours de Lumumba? Bon, j'aurais souhaité d'abord réagir par rapport aux nombreux éléments que les amis sont en train de relever avec souvent la mauvaise foi. Et je constate d'abord que Gédéon ne maîtrise presque pas l'histoire à laquelle il prétend connaître suffisamment. Il annonce que Bogira était le ministre de l'Intérieur de la RDC. Il annonce que c'est Museveni qui avait recruté Mosé Laurent Désiré Kabila. Il annonce. Sur base de paroles de Musée. Alors, j'ai déjà l'image, on peut mettre ça si vous permettez. Mais finalement, vous aviez plus suffisamment dit inutilement d'ailleurs. Finalement, c'est quoi? Continuez, je vous protège. Alors, et lorsque la guerre a commencé, Musée était à Yawabura. Lorsque la guerre devait se mener ici à Kinshasa, contre le Congo-Kinshasa, le Zaïre, à l'époque, on a recouru à Musée Panyerere, qui était venu même ici à Kinshasa voir Musée, quand Musée a pris le pouvoir. Et c'est Nyerere qui avait rassuré le contact entre le démocrate et donc les Américains. À l'époque, ce sont des Américains qui tenaient absolument à faire partie de Mobutu, puisqu'à l'époque où nous étions dans l'histoire alliée, les Américains avaient appelé l'opposition de l'époque. Il y avait Feki Bassa Maliba, il y avait Mwankema, et il y a un qui est encore vivant, qui est ici à Kinshasa, où on les a menés aux États-Unis pour leur dire qu'on en a assez avec Mobutu. Et si vous passez avec Mobutu aux élections,
vous ne le gagnerez jamais puisque le mouvement populaire de la révolution est installé à travers tous les territoires nationaux. Et c'est comme c'est la délégation qui a été amenée jusqu'en Allemagne pour aller voir les armes qui étaient stockées en Allemagne pour mener une opération au Congo-Kinshasa. Mais Mouzé était toujours chef rebelle, recherché par le général Mayele. Donc, il ne faut pas insinuer des histoires qu'on vous raconte et des coins de rue. C'est que je vous dis, j'ai la documentation et je mets quiconque au défi. Et je suis certain que Ndaiwele, en tant qu'historien, il va certainement parler sur la question. On le suivra. Et lorsque vous, M. Ngandou veut diminuer, démontrer que Lumumba ne représentait pas quelque chose, et Lumumba était brutal et né, comme l'a dit aussi GDO, c'est absolument faux. Il faut lire l'histoire. Vous lisez l'histoire qui est fabriquée par le Belge. Mais nous, nous disons que nous avons mélangé cette histoire. Nous l'avons parcourue. Et nous estimons, oui. Continue. Alors, mais je continue. Vous voulez donner la parole? Non, 40 secondes. Parce qu'on a la fin. Mais chez moi, 40 secondes. Et ils prennent inutilement beaucoup de temps. Une minute, continue. Mais finalement, c'est quoi? Une minute, continue. Alors, si vous ne voulez pas que je parle, donnez-leur les temps, c'est tout. Ça ne vaut pas la peine que je parle. Continue, M. Benoît Yolama. Alors, quand on veut insinuer, considérer que Lumumba était méchant, Lumumba n'avait que 61 jours de gouvernance. 61 jours, pratiquement 2 mois. Et avant même que Lumumba ne termine le travail, Lumumba était déjà arrêté. Et Mobutu racontera la CIA lors de la conférence de Berlin à Bruxelles, où Mobutu était derrière. Et c'est à partir de là que la CIA avait proposé à Mobutu de prendre le pouvoir et de faire tout pour éliminer Lumumba. Les contacts étaient déjà pris depuis. Même la neutralisation de Kasavubu était préparée à partir de la Belgique. Mais vous voulez insinuer, faire croire que Lumumba aurait commis autant d'erreurs. Mais pas du tout. Mais vous-même, vous dites que la force, l'armée nationale, la force publique était sous le contrôle de l'armée belge. Mais qui pouvait donner l'ordre à l'armée de tirer? Qui pouvait donner l'ordre à l'armée d'attaquer? C'est le commandement. Parce que Lumumba n'avait pas le commandement militaire. Et Lumumba nommera Konkolo. Suivez même la partie où M. Louaka raconte. Konkolo et il nomma Mobutu avec les autres. C'est comme ça qu'il a commencé à constituer l'armée nationale avec des officiers congolais. Mais vous ne me direz pas que Lumumba, après sa mort, il devait revenir encore à la vie pour commencer. Mais Lumumba, vous allez sur le pays. Merci. Et après, qu'est-ce que vous en avez fait? Merci, M. Benoît Yolama. Merci, M. Benoît Yolama. Monsieur Gandhi. Tous vous partez en Belgique. Derrière le Belge. Merci. Comme si vous n'avez pas d'intelligence. On termine avec vous. On a dépassé vraiment. On a largement dépassé. Quand on veut apprendre son histoire, il faut aller en profondeur. Je vous ai dit qu'on a étudié presque partout, pour ceux qui font des recherches, les discours de Lumumba. Très peu ont lu ou ont étudié les discours du roi Baudouin. Encore moins, Lumumba, le même jour, va prononcer lors du toast organisé pour le roi des Belges. Lumumba a prononcé notre discours. Pourquoi vous n'en parlez pas? Prenez les deux discours, le discours du matin, prenez aussi le discours du soir, lors du toast. Analysez en profondeur. Quand vous faites le croisement, Lumumba, je vous l'ai dit au début, c'est un homme intelligent. Certes, il a été pris au dépourvu à la dernière minute, ne connaissait pas le monde dans lequel il vivait, d'ailleurs très peu de Congolais. Vous savez qu'on était sous le feu des rampes du communisme et du capitalisme. Il se faisait la guerre au travers beaucoup de pays, notamment le nôtre. Merci. Merci, merci. Vraiment, j'attends la réponse. Il est en train d'écrire, le professeur Ndaiwele. J'attends la réponse. Vous avez demandé qu'il soit là dans ces plateaux spéciaux à 15h30. J'attends. Il va répondre, espérant que ce serait favorable. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Gandhi. Monsieur Gandhi, vous êtes fils maison, comprenez. On est déjà à la fin. Merci, Monsieur Gandhi, d'avoir répondu à notre invitation patriote. Merci à vous également, à Maître Gédéon Kolela Éclectique. Vous êtes de l'Union Sacrée. Merci pour l'intelligence que vous venez de dégager. Merci au doyen Benoît Yolama, toujours au service de son pays. Vous aimez bien les débats républicains. Merci autant de messages, les gens qui vous félicitent ici. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Suivez la révision de cette émission à 22h, ici sur la chaîne de la Maman Nationale, votre émission Duel. Mais n'oubliez pas les rendez-vous de 15h30, plateau spécial avec professeur